Dans les profondeurs mouvantes du nord de la terre du milieu, là où les arbres murmurent en Sindarin et où la lumière peine à percer les feuillages anciens, règne un elfe dont on parle peu et qu'on comprend encore moins. Thranduil, roi du royaume sylvestre, seigneur d'un domaine aussi vaste que redouté, un souverain distant, presque mythique, aux yeux clairs comme la glace et au silence plus tranchant que son épée. Et pourtant, derrière sa couronne d'argent et ses armées éclatantes, une question demeure aussi étrange qu'inconfortable. Pourquoi cet elfe, dont les troupes surpassaient celles de Lothlórien et de Fontcombe réunis, n'a-t-il jamais été convié au Conseil blanc? Pourquoi les plus grands, Galadriel, Elrond, Saruman, Gandalf, l'ont-ils laissé à l'écart, comme s'il n'était qu'un simple seigneur forestier parmi d'autres? Le Conseil blanc, l'assemblée des sages, formée pour contrer la montée des ténèbres et la menace grandissante de Sauron. Un cercle fermé réservé à ceux qui façonnaient l'histoire en silence. Mais alors, que cachait vraiment l'absence de Thranduil? Une ignorance? Un choix? Ou quelque chose de plus ancien encore? Abonnez-vous et laissez un like plus brillant que le Silmaril d'Eärendil. Les secrets de la Terre du Milieu ne se livrent qu'au cœur attentif. On ne peut comprendre Thranduil sans remonter à l'histoire brisée de son peuple, car avant d'être roi des bois, il fut le fils d'un exilé. Orofer, son père, était un seigneur Sindar venu de Doriath, ce royaume magnifique et secret qui fut anéanti durant les jours sombres de la Première Âge. Lorsque Menegroth tomba, écrasé par la convoitise des siens et par les échos du Silmaril maudit, Orofer tourna le dos à l'ouest et mena les siens vers les terres inexplorées de la forêt verte. Là-bas, dans l'ombre des arbres anciens, loin des puissances de Beleriand, naquit un nouveau royaume. Non pas une cité éclatante comme Gondolin ou une forteresse de savoir comme Fontcombe, mais un refuge de silence et de prudence. Thranduil grandit dans cette atmosphère de défiance, marquée par la perte et la méfiance des siens envers les rois noldorins, dont l'orgueil avait précipité tant de chutes. Lorsque la Seconde Âge s'étendit et que les anneaux furent forgés, le monde trembla à nouveau. La guerre contre Sauron ravagea les terres de l'Est et Orofer y perdit la vie, témérairement engagé dans la bataille de Dagorlad, refusant de suivre les ordres des Hauts-Elfes, de Gil-galad. Ce fut là une leçon que Thranduil n'oublia jamais. Ne jamais se soumettre aux décisions d'un autre, même d'un roi elfe. À partir de ce jour, il renforça ses frontières, retrancha son peuple derrière une forêt qu'il voulait impénétrable et fit de son royaume un bastion fermé aux troubles du monde extérieur. Le royaume sylvestre ne ressemblait à aucun autre, tandis que Lothlórien baignait dans la lumière suspendue de Galadriel et que Fontcombe ouvrait ses portes aux errants et aux sages. Thranduil érigeait une politique d'isolement presque totale. Peu de voyageurs franchissaient ses portes et ceux qui y parvenaient n'étaient jamais vraiment les bienvenus. Même ses cousins elfes n'y étaient pas reçus avec chaleur. La confiance était un luxe qu'ils ne pouvaient se permettre. Cette méfiance n'était pas sans raison. La terre du milieu changeait, les royaumes des hommes grandissaient et les ténèbres se renforçaient à nouveau. Mirkwood, qu'on appelait encore la forêt verte, commençait déjà à s'assombrir, infecté par un mal rampant venu de Dol Guldur. Face à cette menace, Thranduil fit le choix de l'autarcie, maintenir l'ordre à l'intérieur et ignorer le chaos à l'extérieur. C'était sa manière de protéger les siens en refusant de prendre part aux grandes affaires du monde. Certains y virent de l'égoïsme, d'autres de la sagesse. Mais ce choix fit de lui un roi à part, ni un sage comme Elrond, ni une enchanteresse comme Galadriel, un gardien farouche et silencieux. Il ne participait pas au conseil, ne siégeait pas dans les assemblées. Il veillait depuis l'ombre de ses halles boisées et préférait la prudence aux alliances. Là où les autres voyaient des peuples à unir, lui voyait des frontières à défendre. Son royaume, pourtant, ne cessa de croître.
il devint l'un des bastions les plus solides des peuples libres du Nord, avec une armée nombreuse, disciplinée, prête à repousser toute menace. Mais derrière cette puissance se cachait une peur ancienne, celle de perdre à nouveau tout ce qui avait été bâti, comme à Doriath. Comme à Dagorlad, Thranduil avait appris que l'isolement pouvait être une forteresse, mais aussi une prison. Le silence de Thranduil ne signifiait pas faiblesse, bien au contraire. Alors que les royaumes des hommes vacillaient, que les nains s'enfermaient dans leurs cavernes et que même les autres elfes devenaient des légendes lointaines, lui demeurait, solide, présent, armé. Le royaume sylvestre, malgré son isolement, abritait la plus grande armée elfe encore active en Terre du Milieu. Ce fait éclata au grand jour lors d'un épisode resté dans toutes les mémoires, la bataille des 5 armées. Lorsqu'un simple message annonçant la mort du dragon Smaug parvint jusqu'au hall souterrain de Thranduil, il réagit sans attendre. En quelques jours, une armée entière fut rassemblée et marcha vers Erebor. Non pas une troupe symbolique ou quelques éclaireurs, mais un corps discipliné, équipé, prêt à livrer combat. Des archers par centaines, aux cottes de mailles étincelantes, organisés en rangs impeccables, muets comme la neige sous les pas des cerfs. Peu de peuples, à cette époque, pouvaient se targuer d'un tel déploiement. Ni les hommes du Nord, ni les nains dispersés, ni même les soldats du Gondor. Thranduil disposait de forces conséquentes, d'une logistique efficace et d'une rapidité de mobilisation qui en disait long sur la structure militaire de son royaume. Il contrôlait les abords du nord, veillait sur la forêt noire malgré les incursions de créatures corrompues et défendait ses frontières avec une rigueur implacable. Et pourtant, malgré cette puissance martiale, son nom ne figurait sur aucun siège du Conseil blanc, car là résidait toute l'ironie de sa position. Thranduil était fort, mais il ne faisait pas partie des sages. Le Conseil blanc n'était pas une assemblée de rois ou de chefs de guerre. Il n'était pas question de nombre de soldats, de territoire ou de bataille. C'était une confrérie d'esprits, un cercle restreint composé de Galadriel, Elrond, Gandalf, Saruman, des êtres dont l'autorité venait moins de leur pouvoir matériel que de leur connaissance du monde, de leur lien avec les forces profondes de la Terre du Milieu. Le pouvoir de Thranduil, lui, était tangible mais terrestre. Il régnait sur des collines et des arbres. Il commandait des épées, pas des visions. Contrairement à Galadriel, il ne scrutait pas les échos du futur dans les eaux d'un miroir. Contrairement à Elrond, il ne conservait pas dans sa mémoire les secrets des 3 âges. Contrairement à Gandalf, il n'était ni Maia ni porteur d'un feu secret. En cela, il incarnait une forme de pouvoir différente, plus directe, plus vulnérable aussi. Son influence ne dépassait guère les limites de son royaume. Il ne tissait pas d'alliance, ne dictait pas de stratégie globale. Sa force impressionnait, mais elle ne conseillait pas. Il agissait, mais ne guidait pas les autres. Peut-être aussi que les membres du Conseil blanc craignaient ce que Thranduil représentait. Un roi libre, indépendant, difficile à convaincre, encore plus à contrôler. Un seigneur ancien dont la loyauté allait d'abord à son peuple et non à un projet commun. Inviter Thranduil, c'était prendre le risque d'introduire un esprit critique, peut-être même hostile, dans un cercle qui cherchait l'unité face au retour de Sauron. Thranduil, en somme, n'était pas l'un des leurs. Ni mage, ni voyant, ni stratège universel. Juste un roi elfique ancré dans sa terre, méfiant envers les mots trop grands et les desseins trop vastes. Un roi de pierre, de bois et de sang, capable de faire trembler les montagnes avec ses archers, mais incapable de trouver sa place dans les hautes sphères de la sagesse, le plus grand général des elfes, mais jamais un conseiller. Thranduil n'était pas seulement un roi silencieux, il était aussi un souverain fier, d'un orgueil froid, mesuré, sans éclat inutile, mais profondément enraciné. Sa prestance, son port, son regard perçant,
Tout chez lui évoquait un souverain qui n'avait jamais demandé conseil à personne et qui n'aimait guère en recevoir. Ce trait, plus que tout autre, a pu jouer contre lui, car dans les hautes sphères des elfes, l'orgueil est une arme à double tranchant. Les querelles entre maisons, les blessures du premier âge, les soupçons entre Noldor, Sindar et Sylvan n'ont jamais disparu. Elles couvent, même après des millénaires. Et Thranduil, bien qu'il ne soit pas du lignage des Féanor ou des Galadriel, portait lui aussi cette fierté ancienne, celle des Sindar rescapés, convaincus que leur prudence valait mieux que la grandeur perdue des autres. Alors a-t-il été écarté du Conseil Blanc? Ou a-t-il refusé d'y siéger? Les chroniques ne le disent pas. Mais à bien regarder, les deux hypothèses se tiennent. Galadriel, dame de lumière, puissante et mystérieuse, avait vu les jours bénis de Valinor. Elle possédait une autorité que peu osèrent contester. Elrond, lui, portait en lui les lignées des hommes et des elfes et agissait en diplomate, toujours prompt à unir les volontés disparates. Thranduil, en revanche, n'avait que faire de ces jeux de pouvoir feutrés. Il parlait peu et ses rares mots étaient tranchants. Sa présence dans un conseil de sages aurait sans doute été perçue comme une dissonance. Peut-être même qu'entre ces puissants, la tension était plus ancienne encore. On ne sait rien d'une rencontre officielle entre Thranduil et Galadriel, ni d'un échange direct avec Elrond. Rien, sauf le silence. Et parfois, le silence en terre du milieu est plus révélateur que tous les écrits. Il dit les blessures non pensées, les rancunes anciennes, les avertissements muets, transmis d'un âge à l'autre. Certains affirment que Thranduil n'oublia jamais que Celeborn, l'époux de Galadriel, venait de Doriath, mais avait choisi de suivre la voie des Noldor. D'autres murmurent qu'il considérait Elrond avec suspicion, lui qui s'entourait de rôdeurs, de hommes, de semi-elfes. Ce mélange, pour un roi aussi ancré dans la tradition, pouvait sembler instable, voire dangereux. Mais au fond, qu'importe l'invitation. Thranduil n'aurait sans doute pas quitté son trône pour s'asseoir dans un cercle où les mots avaient plus de poids que les actes. Il n'avait qu'ure des visions, des stratégies lentes ou des débats sans fin. Son royaume était réel, tangible et ses ennemis proches. Il ne combattait pas une menace abstraite dans l'Est, mais une corruption visible, rampante, dans les racines de ses propres arbres. C'est là toute la logique de Thranduil. Il n'a jamais cherché à sauver le monde. Il a voulu sauver son monde. Sa forêt, ses sujets, ses murs. Pour lui, les préoccupations du Conseil Blanc, même légitimes, restaient trop vastes, trop éloignées, presque irréelles. Pourquoi se soucier des terres du Sud quand Dol Guldur rongeait déjà les siennes? Pourquoi écouter les mises en garde de magiciens venus d'on ne sait où quand des araignées géantes traînaient sous ses branches chaque nuit? Cette stratégie, bien que pragmatique, portait en elle un risque, celui de l'isolement total. En refusant de coopérer, en ne participant pas aux échanges, Thranduil coupait peu à peu les ponts avec ceux qui un jour auraient pu être ses alliés. Il se rendait invisible aux yeux des grands, peut-être même insignifiant, mais c'était là une illusion. Thranduil n'avait rien d'insignifiant. Il était un roi de la terre du milieu, ancien, noble, puissant. Simplement, il avait choisi un autre chemin. Non pas celui des alliances et des plans, mais celui de la survie locale, de la défense immédiate. Un choix motivé par la douleur du passé et la peur de tout perdre à nouveau. Et parfois, dans le jeu des puissants, refuser de jouer est déjà vu comme une offense. Pendant que le Conseil Blanc ourdissait ses plans dans les recoins du monde, Thranduil restait fidèle à son poste aux abords du Nord. Tandis que les sages échangeaient des prophéties, lui comptait ses flèches, organisait ses gardes et surveillait les ombres de Dol Guldur. Il ne parlait pas de l'avenir lointain, il protégeait le présent, son peuple, ses arbres. Il ne fut jamais invité à cette table secrète, ou peut-être refusa-t-il l'invitation, nul ne le sait. Mais une chose est sûre, il ne siégea jamais aux côtés d'Elrond, de Galadriel, de Saruman ou de Gandalf. Non par manque de puissance, mais peut-être par choix, ou par fierté.
Son royaume, il le considérait comme un monde à part, clos, sacré. Il n'aimait ni les alliances douteuses, ni les magies lointaines. Il ne croyait qu'en ce qu'il pouvait voir, sentir, défendre, et cela suffisait, du moins à ses yeux. Mais que serait-il arrivé si Thranduil avait participé au Conseil Blanc? Aurait-il changé le cours des choses? Aurait-il vu, avant tous, la corruption de Saruman? Aurait-il renforcé l'unité entre les royaumes libres? Ou bien sa méfiance et son isolement auraient-ils semé davantage de discorde? Nous ne le saurons jamais. Thranduil appartient à une autre catégorie de figures, celle dont l'absence est aussi éloquente que la présence. Celles qui ne cherchent pas la lumière des récits, mais laissent leurs traces en silence dans l'écorce et la pierre. Peut-être que son plus grand mystère n'est pas son armée ni sa longévité, mais ce silence qui entoure son nom dans les grands événements. Et si vous aussi, vous aimez explorer ces zones d'ombre, ces recoins oubliés de la Terre du Milieu, alors n'hésitez pas à suivre le sentier. Abonnez-vous, laissez un like et continuons ensemble à découvrir ce que les chroniques ne disent pas, mais que les arbres, eux, se souviennent.